Bonjour Norbert Crozier. Comment installe-t-on un établissement tel que le Louvre au sein d'un territoire qui, a priori, n'a aucun rapport avec le plus grand musée du monde? C'est d'abord une décision politique et puis une décision liée à la décentralisation culturelle voulue par l'État à un moment donné et puis par la région à l'époque Nord-Pas-de-Calais et les collectivités en place de faire venir un musée à Lens, ville qui n'avait pas de musée des Beaux-Arts à la différence des autres territoires. Et puis c'était pour l'occasion, à la fois au-delà de l'accès culturel pour les populations locales, de jouer un rôle de catalyseur dans le développement territorial et l'aménagement du territoire dans son attractivité touristique. Comment les acteurs du tourisme au sens large du terme ont exploité la marque? On a travaillé, nous, sur une marque, un bloc de valeurs communes, Hall autour du Louvre-Lens, qui nous permet de toucher les marchés nationaux et internationaux. Sinon, les opérateurs touristiques, hôteliers, offices du tourisme, restaurateurs, se sont emparés du fait culturel et de l'atterrissage de cette marque internationale et ce grand équipement et ils l'ont vu du coup au fil du temps, l'arrivée de nouveaux visiteurs, de nouveaux clients tournés autour du tourisme culturel en particulier. Donc ils ont été en capacité de les accueillir, considérant aussi qu'il y a eu de nouveaux investisseurs et de nouvelles offres de services qui ont émergé sur ce territoire liées à l'arrivée du musée. Et je rappelle que l'arrivée du musée se corrobore aussi avec l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc deux marqueurs internationaux qui viennent donner un nouvel éclairage à ce territoire qui a vécu de 2 siècles et demi d'extraction charbonnière, mais qui a la chance d'être reconnu à l'international par l'arrivée du musée et la labellisation UNESCO. Est-ce que vous avez quelques chiffres qui peuvent nous montrer l'impact de l'arrivée du musée et de l'inscription au patrimoine mondial Il y a eu un premier impact au début, c'est la population qui s'est emparée du fait, il y avait 0 Airbnb, il y en a eu plus de 70, rien que sur le secteur lensois. Et puis l'impact du musée du Louvre-Lens, certes, il est local, il est sur le lensois, mais il est sur des cercles concentriques. Donc ensuite, il est départemental et il est aussi régional. Oui, alors un peu plus de 110 € de dépenses moyenne par visiteur sur le territoire pour les visiteurs du Louvre-Lens. Donc une clientèle avec un panier moyen plutôt élevé. Donc oui, c'est l'arrivée de nouveaux investisseurs hôteliers. Le groupe Esprit de France a investi dans un hôtel 4 étoiles en face du Louvre-Lens. Prochainement un Ibis Style en face de la gare de Lens. Des opérations hôtelières du côté de Valenciennes. Beaucoup de chambres d'hôtes, de gîtes sur le Béthunois. Et puis l'Arageois aussi, Arras qui n'est pas très loin, qui, en plus de ses offres spécifiques, profite pleinement de l'arrivée du musée du Louvre. Quelle est la mission aujourd'hui de Hall autour du Louvre-Lens? Alors notre mission, elle est née un peu avant. Nous sommes installés en décembre 2010 à l'initiative de l'État et du département du Pas-de-Calais. Donc on dépend de Pas-de-Calais Tourisme et notre rôle était simple et complexe. Faire émerger une nouvelle destination autour du tourisme culturel et du tourisme événementiel sur du court séjour. Considérant que si on veut faire du plus long séjour, on va s'associer, ou en tout cas avec la Côte d'Opale ou la métropole lilloise, puisque le parcours client passe par chez nous, avec une offre très identitaire, très authentique, très vraie, autour du patrimoine de l'histoire minière, l'histoire industrielle, évidemment le Louvre-Lens en tant que catalyseur, mais aussi le tourisme de mémoire avec une ligne de front de la Première Guerre mondiale où beaucoup de clientèle anglo-saxonne se rendent. D'accord, donc si on met le contexte actuel lié à la pandémie de côté, c'est plutôt un visitorat international, c'est 50-50 avec les touristes français? Alors si on exclut les visitorats scolaires, si je puis dire, des différents musées, parce que je rappelle que seul le Louvre-Lens ne fait pas la destination, mais c'est bien l'association et l'hybridation des offres aussi sportives, parce que je rappelle qu'on a aussi un grand équipement sportif qui est le Stade Bollaert à proximité du musée, et des courses cyclistes comme le Paris-Roubaix un peu plus loin. Donc c'est l'hybridation des offres, mais du coup oui, on arrive quand même à construire une offre plutôt dédiée aux touristes étrangers ou... Alors sur la classification des provenances, oui, c'est un cocktail à un tiers de régionaux, un tiers de nationaux, un tiers d'internationaux, et sur la clientèle, une destination qui s'internationalise doucement. Alors évidemment, on n'est pas très loin d'une euro-région avec un bassin de chalandise très très important à 1 heure, voire 3 heures, avec de grandes capitales internationales, Londres, Paris, Amsterdam, Bruxelles, et la clientèle allemande qui n'est pas très loin. Donc c'est vrai qu'il
il y a un potentiel énorme pour la clientèle internationale. Et puis une clientèle lointaine, la clientèle japonaise, qui vient bien moins que la clientèle belge, bien entendu, mais au regard de l'architecture du Louvre-Lens qui a été faite par l'agence Sana, on a des Japonais qui viennent découvrir de nouvelles destinations en France. Ils sont amoureux de la France, donc ils connaissent tous les sites UNESCO en France et les grands sites classiques, voilà, les sites majeurs touristiques en France, mais du coup ils cherchent de nouvelles destinations et on rentre dans ce cadre-là de nouvelles destinations culturelles qu'on est en phase de construction. Et puis c'est aussi un tourisme d'affaires important puisque beaucoup d'entreprises à capitaux japonais sont présentes sur le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, avec comme fer de lance Toyota à Valenciennes. Donc on a un tourisme affaires et culturel qui se croise sur ce périmètre. Vous avez eu recours à une méthode basée sur le design. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement ? C'est vrai que dans notre feuille de route, on nous a demandé d'imaginer, de créer un imaginaire touristique et de construire une nouvelle destination et la faire rentrer dans le catalogue France. Il a fallu qu'on se pose la question du tourisme de demain, d'avoir des nouveaux services, comment se positionner. Et la démarche design était très précieuse pour nous, c'est-à-dire qu'on a voulu décloisonner les process d'accompagnement de projet. On a fait rentrer vraiment des équipes pluridisciplinaires dans la réflexion et dans l'accompagnement des projets. Alors beaucoup de designers et de créatifs pour penser le demain, mais aussi des méthodes de co-création bien en amont, ensuite des accompagnements classiques, par exemple sur les valeurs de la destination, sur les esthétiques qu'on allait révéler, sur quel positionnement on allait avoir, et après concrètement dans la réalisation d'hôtels, l'accompagnement des restaurateurs, à partir de carnets de valeurs, de carnets de tendances, de carnets d'inspiration. Les valeurs, l'esthétique et les valeurs humaines qui composent ce territoire ont une vraie force marketing et comment l'utiliser de manière subtile, intelligente dans vos offres de services. Donc nous, on vient accompagner à travers une démarche design toute la filière, tout le parcours client, que ce soit de la mobilité, la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel aussi. Donc comment on va amener à la fois mettre des touches de modernité, mais comment on va faire rentrer les valeurs du territoire dans le parcours client. Et ça, la démarche design pour nous est très, très précieuse. C'est assez récent que le tourisme fasse appel à des designers pour concevoir des politiques de développement touristique. Est-ce que selon vous, à partir de maintenant, ce sera toujours comme ça ? Je crois qu'il faut vulgariser le process et la démarche, donc ça nécessite de faire un peu de sensibilisation auprès des acteurs privés d'ailleurs et des acteurs publics. Nous, on le voit au quotidien. Donc, il faut vulgariser la démarche, mais une fois qu'on a fait la preuve par l'exemple et la réalisation, les gens comprennent beaucoup mieux à quoi ça mène de faire un travail de réflexion, une démarche de co-création pour aboutir à un projet qui ensuite fait ses preuves sur les marchés et en termes de rentabilité, de visibilité. Donc oui, j'espère que cette méthode, on peut la déployer et d'ailleurs, ce qu'on imagine, nous, avec Pas-de-Calais Tourisme, c'est que cette méthode puisse être déployée sur les 3 marques du département du Pas-de-Calais, peut-être de manière différente, mais sur la marque Côte d'Opale et la marque Vallées et Marais, qui composent, avec autour du Louvre-Lens, les 3 marques de Pas-de-Calais Tourisme, peut-être une diffusion du process, déjà au moins à cette échelle-là. Merci beaucoup. Merci.